pendant 25 ans, qui avez passé votre vie à voir des gens mourir, s'entretuer, se fusiller, se torturer, mourir de faim. Et Dieu sait si j'ai connu en effet des périodes tragiques, que ce soit les famines éthiopiennes, ou je ne sais pas, ou la guerre civile au Liban, qui a été épouvantable, par exemple. Et chaque fois, souvent, on me pose la question, comment vous qui avez vécu cela, vous pouvez être encore optimiste? Parce que voir la folie des hommes, ça inclinerait plutôt. Et chaque fois, je réponds, quand un jeune journaliste me pose la question, je lui fais la réponse que je voudrais vous faire de manière très simple, parce qu'elle est très sincère. Je réponds chaque fois, ça n'est pas malgré cela que je suis optimiste, c'est grâce à cela. Ça n'est pas malgré ces 25 années d'horreur que je suis optimiste, c'est grâce à ces 25 années d'horreur. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai vérifié, pardonnez-moi, j'ai mis 25 ans à vérifier sur le terrain, partout dans le monde, que dans toutes les situations tragiques, quelles qu'elles soient, même les plus épouvantables, il y a toujours des gens qui ne désespèrent pas. Toujours. Il y a toujours des gens qui, au milieu des pires famines éthiopiennes, dans la pauvreté absolue d'un bidonville de Calcutta, dans les égorgements du Liban, il y a toujours des gens qui ne transigent pas avec l'espérance et avec l'optimisme. Et j'ai été, comment vous dire, à force, comme j'ai vécu ça pendant 25 ans, ça m'a mitridatisé, si j'ose dire, contre le pessimisme. Parce que pendant ces 25 ans, vous savez où est-ce que je retrouvais le pessimisme? C'est quand je revenais à Paris en avion. Et quel que soit l'endroit où je revenais, je retrouvais la tronche du chauffeur taxi à Roissy, et j'appelais ça le syndrome de Roissy. Et le syndrome de Roissy, c'était tout d'un coup retrouvé dans notre pays, nous, en France, alors que je regardais par le hublot quand l'avion descendait vers Charles de Gaulle, je voyais qu'il n'y avait pas de cratère de bombe dans la petite marqueterie des paysages, je ne voyais pas de ville brûlée, que je savais bien qu'à Paris ou ailleurs, en traversant la rue, les gens ne regardaient pas pour voir s'il n'y avait pas une mitrailleuse lourde au coin de la rue comme à Sarajevo ou ailleurs. Et malgré cela, c'est ce moment que j'ai vécu. Vous vous rendez compte, j'ai vécu ça au moins 10 fois par an pendant 25 ans. J'ai vécu ça, je simplifie, mais en gros 250 fois. Ce syndrome de Roissy, c'est-à-dire le moment où vous êtes un petit peu crevé de votre voyage, et vous sortez de l'aéroport, vous avez attendu votre valise au tourniquet, et puis vous arrêtez un taxi, et à peine entré dans le taxi, il commence à ronchonner, à vous dire, il y en a marre, le gouvernement, c'est des cons, l'essence a augmenté, il y a des embouteillages, etc. Et vous dites, mais il y a quelque chose qui ne va pas, parce que j'arrive d'un endroit où les gens meurent de faim et les enfants sont joyeux. Vous comprenez? Donc, quand on fait ça, on se sent interdit de pessimisme. Pas pour des raisons romantiques, sentimentales. On se sent interdit de pessimisme parce qu'on a l'impression qu'à sombrer dans le pessimisme, si à la mode à Saint-Germain-des-Prés, on trahirait tous ces gens qu'on a laissés là-bas. Avoir le culot d'être pessimiste soi, alors qu'eux ne le sont pas, on aurait le sentiment d'une grande trahison, et puis petit à petit, on aurait surtout le sentiment d'une grande lâcheté. Parce que si vous êtes pessimiste de nature, en dehors du fait que c'est très à la mode, il y a une sorte de dandisme du pessimisme, si vous êtes pessimiste, au fond, ça vous encourage à ne plus vous occuper de rien. Si vous êtes pessimiste, alors vous pensez que les carottes sont cuites, c'est pas la peine de vous lever pour aller voter, par exemple. Vous dites, après tout, j'avais mis dans un de mes livres, comme exergue, j'avais mis une phrase de Goethe, que je trouve magnifique, un vers de Goethe qui dit « Le pessimiste se condamne à être spectateur ». Oui, si vous êtes pessimiste, vous n'agissez plus. Simplement, et j'en finirai par là avec cette petite parenthèse personnelle, que vous compreniez bien, optimiste, ça ne veut pas dire candide. Être optimiste, c'est pas être le ravi de la crèche. Oui, tout est beau, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Moi, je ne suis pas du tout pour cet optimisme-là. Je suis pour un optimisme de la volonté, de la décision. Et je me souviens, je vais vous donner quelques exemples, je suis pour ce que j'appelle un optimisme stratégique. Ce mot vous paraît peut-être un peu bizarre, mais moi je me souviens qu'à la faculté de Bordeaux, quand je faisais des études, on travaillait sur un sociologue américain qui s'appelle Robert Merton, qui a écrit des livres importants dans la fin des années 40, et un de ses concepts est revenu à la mode récemment.
C'est Robert Merton qui a inventé le concept de prophétie autoréalisatrice. Vous avez entendu parler de ça, prophétie, self-fulfilling prophecy en anglais. Ça veut dire quoi une prophétie autoréalisatrice? Ça veut dire une prophétie que vous faites advenir si vous y croyez. Je vous prends un exemple. Si vous êtes inquiet, par exemple, financièrement, il y a des gens qui sont naturellement inquiets, bon, très bien. Imaginez qu'en septembre 2008, quand la crise bancaire a commencé, et que les banques, nos banques, en France, peut-être pas chez vous et Maurice, étaient toutes plus ou moins menacées de faire faillite, et que, heureusement, les Français ont été disciplinés. Imaginez qu'à l'époque, les Français aient cédé au pessimisme et couru au guichet des banques pour retirer leur argent. Ils auraient provoqué ce qu'ils craignaient. Ils auraient provoqué la faillite des banques, et une prophétie autoréalisatrice, c'est ça. Et moi, je suis convaincu que le pessimisme est toujours plus ou moins autoréalisateur. À force de voir et à se complaire dans une vision noire des choses, on finit par les rendre noires. On finit par risquer de les rendre plus noires qu'elles sont. C'est pour ça que je vais maintenant, très rapidement, vous parler de la mutation et plus en détail qu'on est en train de vivre. Si j'ai fait cette parenthèse sur l'optimisme, c'est pour bien vous faire comprendre que je vais vous raconter des choses épouvantables sans me départir de l'optimisme. Parce que chacun des ébranlements, chacune des mutations que je vais vous décrire a deux faces. Une face rose, une face noire. C'est-à-dire chaque mutation que nous sommes en train de vivre, chacune d'entre elles est porteuse de promesses extraordinaires et de menaces terribles. Et que quel est le plus important entre la menace et la promesse? C'est à chacun d'entre nous de le dire, et en tout cas c'est notre responsabilité de citoyens de tout faire pour faire advenir des promesses et pour conjurer les menaces. Je me souviens en 1999 à Paris, à l'UNESCO, l'écrivain colombien Gabriel García Márquez, l'auteur de la sentence de solitude, faisait une conférence à l'UNESCO. C'était en 1999, c'était un an avant le XXe siècle. Et il a terminé sa conférence magnifique par une envolée que j'ai trouvée superbe. Il s'est adressé à la foule en disant: nous entrons bientôt dans le XXIe siècle, n'attendez rien du XXIe siècle. Alors les gens ont été un peu pétrifiés. Il a laissé un blanc volontaire, et il a ajouté: parce que le XXIe siècle attend tout de vous. Ça voulait dire, c'est vous qui ferez ce que sera le XXIe siècle. Donc à propos de tout ce que je vais très rapidement vous expliquer, dites-vous bien que ça dépend de nous, que les menaces soient conjurées et que les promesses adviennent. Alors, pour parler de cette mutation, là je redis un petit peu ce que j'ai dit il y a 2 ou 3 jours. Moi, j'emploie une expression qui me plaît bien, c'est un petit raccourci journalistique. Nous vivons 5 mutations en même temps. 5. Ce qui fait qu'on n'en voit pas d'importance, parce qu'on a l'impression que chaque fois que ce sont des mutations distinctes, séparées. Et d'ailleurs, quand on lit les journaux sérieux, vous verrez que ce n'est pas dans les mêmes pages qu'on en parle. Tantôt on en parle dans la page économique, tantôt dans la page scientifique, tantôt dans la page culturelle, et que ces 5 mutations, nous avons du mal à comprendre qu'en réalité, elles forment un pentagone. Vous savez, un pentagone, c'est une figure à 5 côtés, que ces 5 mutations, en fait, elles n'en forment qu'une. Parce qu'entre elles, elles font système. Elles interagissent l'une sur l'autre, et elles composent, à elles 5, cet incroyable et passionnant changement de monde que nous sommes en train de vivre. Je vais les énumérer parce que vous allez être surpris, parce que chacune d'entre elles, vous les connaissez très bien. Peut-être aussi bien que moi. Donc je vais vous dire que ce que vous savez déjà, si j'ose dire. La première de ces mutations, soyons très simples, la première de ces mutations, c'est une mutation géopolitique. Il ne vous a pas échappé qu'en 89 et en 91, le communisme s'était effondré, vous avez entendu parler de ça, et il ne vous a pas échappé donc que la configuration du monde a changé complètement. Nous sommes sortis d'un monde administré par l'équilibre de la terreur et par 2 systèmes concurrents, le communisme et le capitalisme, qui se faisaient face et se contenaient d'ailleurs mutuellement, et qui généraient dans l'hémisphère sud, sur les territoires des anciennes colonies,
qui générait évidemment des guerres incessantes, des guerres que j'ai découvertes moi en tant que journaliste, et qui n'étaient le plus souvent, pas toujours, mais presque toujours, que des guerres entre l'Est et l'Ouest par peuples interposés. Cette configuration du monde, elle avait en propre, en particulier, le fait que la culture occidentale était centrale, c'est-à-dire l'Europe et l'Amérique, et une partie de la Russie, qui est, comme vous le savez, à mi-chemin entre l'Asie et l'Europe, et qui est quand même assez européenne. Disons que cette culture occidentale était centrale, d'ailleurs dans nos planisphères, elle était au milieu, et dans notre vision du monde, nous pensions qu'elle représentait la modernité, et que le reste, la périphérie, représentait la tradition. Et que la marche du monde, c'était que la modernité se diffusait à partir du centre, vers la tradition, qu'elle modernisait. Elle se diffusait sous la forme de la violence, par exemple, de la conquête, de la mondialisation multinationale, mais aussi sous la forme de l'influence culturelle, etc. Mais notre vision du monde était celle-là. Et cette vision du monde perdurait depuis 4 siècles, puisque l'Occident a été dominateur pendant 3 siècles et demi ou 4 siècles. La première mutation, c'est bien comprendre que cette vision du monde n'a plus de sens. Elle est devenue obsolète. Il y a maintenant des puissances émergentes, on vous en parle tous les jours, et je ne sais pas si vous avez suivi les actualités françaises il y a quelques semaines, mais pour en avoir une idée, je vous rappelle qu'il y a quelques semaines, le Brésil a proposé à l'Europe de lui prêter un peu d'argent. Vous êtes au courant de ça? Imaginez que c'était quand même un symbole extraordinaire. Et puis après, il y a la Chine qui a aussi proposé de prêter un peu d'argent à l'Europe pour qu'elle rembourse ses dettes ou qu'elle surgisse. Donc vous comprenez bien qu'il y a quelque chose qui change, quoi. Ça veut dire que cette mutation géopolitique, elle reconfigure un monde complètement différent. Et elle reconfigure notre rapport à ce qui est moderne, à ce qui ne l'est pas, d'une autre façon. La modernité ne nous appartient plus à nous occidentaux. C'est un concept que nous devons partager. C'est un concept à propos duquel d'autres cultures qui renaissent, qui surgissent, qui s'épanouissent, l'Inde, la Chine, le Brésil, une partie de l'Afrique, et demain l'Afrique, des autres cultures ont des choses à nous dire, qui peut-être peuvent nous aider à raisonner d'une autre façon. Nous ne sommes plus propriétaires de ces convictions, de ces valeurs, etc. C'est la première mutation. Elle est gigantesque. Et nous n'en avons pas fini. Nous allons demain en voir toutes les conséquences. La deuxième mutation que nous vivons en même temps, c'est la mutation économique, ce qu'on appelle la mondialisation. Je voudrais bien vous faire comprendre à quel point cette mutation, elle est gigantesque, plus encore que vous le croyez. Cette importance vous est dissimulée presque toujours par le fait que chez nous en France ou en Europe, quand on parle de la mondialisation, c'est toujours sous l'angle idéologique. Il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Et qu'on s'envoie dessus. Alors il y a d'un côté la mondialisation heureuse, QQQ, ça c'est Alain Minck et compagnie, l'ancien conseiller, tiens on n'entend plus parler de lui, il va revenir, l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, officieux, et puis il y a ceux qui sont contre, disons en gros le monde diplomatique, qui voit dans la mondialisation une catastrophe. Et ce débat idéologique occupe toute la scène, ce qui fait que ça nous empêche de réfléchir. Et ce débat idéologique, il est assez vain. Pourquoi? Parce que la mondialisation, c'est les deux à la fois. C'est une très bonne chose et une catastrophe en même temps. Et ce n'est pas en termes moraux, en termes de dénonciation ou de reconnaissance extasiée qu'on peut définir la mondialisation. Je vous propose une image pour bien vous montrer de quoi il s'agit. Et c'est quelque chose qui est devant nous pour 30 ou 40 ans, avec ses bienfaits. C'est bien fait, par exemple, le fait qu'il y a certains grands pays, en effet, on parlait de l'Inde, de la Chine, etc., qui ont décollé, qui sont sortis du sous-développement. Il m'arrive maintenant, après y avoir beaucoup travaillé, d'amener ma famille, comme le faisaient les anciens combattants qui ramènent leur famille sur les lieux de leurs exploits. Moi, il m'arrive de ramener ma famille en Inde, par exemple. Et comme je suis resté 20 ans sans aller en Inde, quand j'y suis retourné il n'y a pas très longtemps, j'ai été surpris de voir qu'il y avait désormais en Inde une classe moyenne de 300 ou 350 millions d'habitants. Il y a beaucoup de touristes en Inde. Si vous allez au Taj Mahal, au Phare Rouge de New Delhi, il y a énormément de touristes, mais 95% des touristes sont indiens. Et ça, dans la tête d'un petit Français, c'est difficile de lui faire entrer ça. Il y a des familles indiennes, en effet, avec leur appareil photo numérique autour du
leur téléphone portable dans la poche, qui visitent, tout à mal. Et ça me paraît, ça veut dire que le monde a changé.